Alors, on va changer d'ambiance, mesdames et messieurs. On va accueillir ensemble le tribunal pour les générations futures. C'est une conférence spectacle que notre partenaire et toute l'équipe de l'UDES vous offre maintenant. Un tribunal qui reprend les codes, bien sûr, du procès. C'est un format original et décalé, imaginé par la super équipe d'Uzbek Erika pour interroger le monde qui vient, pour susciter aussi le débat autour de grands enjeux d'avenir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la Cour, Sarah Jacob dans le rôle de la présidente, Thierry Keller dans le rôle du procureur, Louis Pinault en avocat. La Cour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière. Ici, point de plaignants, ni de parties civiles ou de victimes, pour la simple et bonne raison que ces dernières ne sont pas encore de ce monde. En effet, au tribunal pour les générations futures, les questions débattues le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour cet après-midi, l'intelligence artificielle est-elle un danger pour les métiers de l'ESS? Pour répondre à cette question, nous accueillons 3 témoins qui comparaîtront à la barre dans quelques instants pour exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir, mesdames et messieurs. Et pour les interroger, la Cour aujourd'hui sera composée de Thierry Keller, procureur de la République, et maître Louis Pinault, avocat de la défense. Vous pouvez aussi les applaudir. Défense, accusation, il ne nous manque plus qu'un jury et celui-ci aura la lourde tâche à l'issue de la séance de prononcer un verdict. Et ce jury, eh ben c'est vous, chère audience. À la fin des débats, vous serez appelés à vous prononcer dans l'intérêt des générations futures. Cela se fera via un processus technologique très simple, c'est-à-dire un QR code, et qui vous permettra de voter par oui ou par non. Donc soyez bien attentifs et préparez votre esprit critique, car les générations futures comptent sur vous. À présent que notre cours est au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Bien, beaucoup de marteaux. Bien, on passe maintenant au rappel des faits et accueillons le prévenu du jour. J'ai donc nommé l'intelligence artificielle et plus particulièrement son impact potentiel sur les métiers de l'économie sociale et solidaire. Des IA qui écrivent, qui décident, qui automatisent, cela en fait rêver certains, cauchemarder d'autres. Et les chiffres sont vertigineux, mesdames et messieurs. Selon une étude du FMI, 40% des emplois dans le monde seraient affectés par l'IA, avec des pics allant jusqu'à 60% dans certains pays. Pourtant, selon l'Organisation internationale du travail, l'IA pourrait aussi créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que cela signifie spécifiquement pour les travailleurs de l'ESS. Ces métiers portés par des valeurs de solidarité, de démocratie et d'intérêt général. Alors, posons-nous la question franchement, comment des technologies aussi opaques, pilotées par des acteurs privés, avides de rentabilité, peuvent-elles s'insérer dans des organisations où la transparence et la prise de décision démocratique ne sont pas des options, mais des principes fondateurs? L'IA peut-elle, malgré cela, devenir une alliée pour les métiers de l'ESS, en automatisant certaines tâches pour améliorer les conditions de travail, en laissant plus de place à l'épanouissement personnel, en facilitant la coopération? Nous sommes réunis ici pour rendre justice à ceux qui ne sont pas encore nés. Mesdames et messieurs, je vous pose donc la question aujourd'hui, l'intelligence artificielle est-elle un danger pour les métiers de l'économie sociale et solidaire ou bien une opportunité à saisir? Ce sera bientôt à vous de trancher, alors soyez attentifs. Je souhaite maintenant donner la parole, en quelques mots, au procureur et à l'avocat afin qu'ils nous informent de leur ligne tenue aujourd'hui. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Madame la Présidente, ça me paraît évident. L'IA est un danger tout court et l'IA est spécifiquement un danger pour les métiers de l'ESS. Donc tout à l'heure, quand vous allez voter, puisque je crois que tout le monde est de gauche ici, commencez pas, s'il vous plaît. Vous allez voter oui. Vous allez voter oui, tout simplement. Voilà, et vous n'écouterez pas le représentant du MEDEF assis à ma droite. Bien, bien, bien. Maître.
Madame la Présidente, chers jurés nombreux, autant je comprends qu'on s'inquiète, autant je trouve et je constate déjà qu'on en fait quand même un petit peu des caisses. Je démontrerai donc que du danger, il n'y a point, il n'y a que des opportunités, vous l'avez dit Madame la Présidente, celles que l'on saisit, celles que l'on ne saisit pas. Merci à tous les deux. Nous pouvons donc démarrer les audiences. S'il vous plaît, non. Voilà. Non, mais quand je disais MEDEF, il parle d'opportunités, sans rire, c'est quand même incroyable. Hein. Allez, on va avancer, je sais qu'on est très timé, donc nous pouvons donc démarrer les audiences. J'appelle donc à la barre notre première témoin, Laetitia Vito. Madame Vito, merci et bonjour, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici devant cette cour ? Bonjour, messieurs, madame. Je suis Laetitia Vito et j'analyse les mutations du monde du travail depuis à peu près 9 ans maintenant. Je suis experte au lab de Welcome to the Jungle et j'ai publié plusieurs ouvrages. J'ai aussi des podcasts et des newsletters. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente, je me permets de me lever, j'ai le droit. Oh, allez-y, c'est autorisé. Madame Vito, bienvenue dans cette cour très spéciale. Donc vous l'avez dit, vous êtes une spécialiste du travail. Moi j'aimerais savoir peut-être dans un premier temps ce que fait l'IA pour le monde du travail en général. Vous qui avez observé la survenue, le surgissement des IA en particulier génératives. On est bien en peine de le dire, d'abord parce que les IA génératives n'ont que 2 ans et surtout qu'il en résulte une sorte de bulle autour des IA génératives qui nous empêche de voir que l'IA, dans un sens plus large, c'est la continuation d'une révolution numérique qui a déjà eu, elle, un impact très profond sur la structure des emplois, sur les métiers, sur les modalités contractuelles, la transformation des manières dont on travaille. Et donc, séparer l'un de l'autre, c'est un peu artificiel. Plus généralement, les IA génératives, on est bien en peine de dire quelle productivité elles permet de gagner ou de faire gagner aujourd'hui. Il y a à peu près 10% des gens qui l'utilisent régulièrement, mais sans que les gains de productivité soient clairs pour l'instant. On est toujours dans des situations où on a besoin de recruter beaucoup, et dans beaucoup de métiers, on a bien du mal à dire qu'il y aurait un remplacement pur et simple des humains par la machine. Et puis la question qu'il faut se poser et qui ne devrait pas être masquée, c'est surtout quel est le potentiel des IA sur la transformation des métiers. Est-ce que ça facilite le travail, c'est-à-dire, par exemple, vous faites rédiger par Microsoft votre compte-rendu de manière automatique, compte-rendu de réunion, alors qu'avant il fallait prendre les notes et c'était toujours les mêmes qui s'y collaient. Ou bien est-ce que des gens qui se reconnaissent dans la salle. Il y en a qui se reconnaissent, elles sont majoritaires, je pense, dans le lot. Ou bien est-ce que les IA rendent le travail plus pénible ? Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu tabou, qu'on ne dit pas, qu'on ne pense pas. Or, il y en a déjà des observations qu'on peut faire, notamment sur l'impact de l'usage des chatbots sur les personnes qui répondent au téléphone dans les services support. Ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, l'essentiel des questions faciles ont été automatisées par les chatbots, on trouve sa réponse, et puis les gens qui répondent au téléphone récupèrent les clients énervés parce qu'ils ont mis une demi-heure à réussir à trouver un humain, et donc ils sont énervés, donc ils agressent le premier venu, ou bien des gens ou bien des questions qui sont effectivement plus difficiles, donc on a une augmentation de la pénibilité et de la charge de travail. Donc c'est pas simple, en fait les deux phénomènes coexistent, je n'ai pas de réponse très tranchée sur l'impact. Alors, essayons maintenant d'atterrir un peu sur les métiers de l'ESS. On le dit depuis ce matin, on l'a répété dans les prises de parole qui nous ont précédés. On est profondément ancré dans un secteur de l'humain. Et alors, est-ce que c'est pas complètement antinomique, précisément, de vouloir valoriser des intelligences artificielles, qui sont très artificielles, mais qui ne sont pas super intelligentes, dans un secteur qui privilégie le lien dans l'information? Il y a tout un tas de secteurs, des animateurs radio, dans la presse, dans les médias. Est-ce que c'est pas complètement faire fausse route? Alors les outils, théoriquement, peuvent être mis au service d'une amélioration des liens humains.
Mais la difficulté dans l'ESS, c'est qu'il y a parfois une asymétrie entre la cause que l'on sert, souvent on sert une cause de lien humain, l'humain qu'on aide, etc., des gens qui peuvent être en difficulté, et les gens qui travaillent pour servir cette cause. Et donc, si les travailleurs souvent ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leurs efforts au service d'une cause, et parfois le management est inexistant, voire toxique. Et du coup, le risque, c'est de se saisir des IA uniquement pour le faire au service des causes et de ne pas regarder la manière dont elles influencent et transforment les manières de travailler. C'est-à-dire privilégier finalement la mission que l'on sert en tant qu'acteur de l'ESS plutôt que les conditions de travail des personnes qui servent cette mission. Donc je dirais que c'est là qu'est un petit peu le danger. Si les IA automatisent les tâches faciles et qu'il ne reste que les tâches difficiles, ça risque d'être sacrément difficile de travailler. Merci de mettre un petit peu de conviction dans votre modération. J'ai une dernière question pour vous et je vais demander à la cour, à la régie de cette cour, de nous faire parvenir une première pièce à conviction et je voudrais qu'on écoute Vincent Mandino qui est expert. L'IA, ça c'est les humains quand ils se trompent. L'IA qu'on va faire dans son activité professionnelle ici en France aujourd'hui. Que pour que cette IA soit exploitable ici en France aujourd'hui, il y a toute une grande chaîne de valeur qui demande à être prise en considération. Comment ces IA sont-elles fabriquées d'un point de vue matériel? Donc c'est quoi les ressources minérales, l'énergie que ça demande, les ressources humaines et les cadres juridiques dans lesquels les gens vont par exemple travailler dans les mines à l'autre bout du monde. C'est quoi la relation de dépendance qu'on peut entretenir avec des grands fournisseurs technologiques qui sont en quasi-situation monopolistique. Donc quand on doit raisonner de manière éthique sur l'usage de l'IA dans les métiers de l'ESS, il faut repositionner cet usage particulier dans une grande chaîne de valeur. Et jusqu'où va l'économie sociale et solidaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'arrête aux frontières de l'entreprise elle-même? Est-ce qu'elle s'arrête au périmètre, aux frontières de l'État-nation qu'est la France? Ou alors elle s'inscrit dans une division internationale du travail? Il faut aussi pouvoir prendre en considération. Alors, une division internationale du travail, moi c'est là-dessus que j'aimerais vous faire réagir. Autant en France, à la limite, ça va, mais il y a tout un tas de data miners, de petites mains du numérique au bout du monde qui sont payés une misère. Est-ce que c'est pas ça finalement l'éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est-à-dire le vrai grand sujet d'une division internationale du travail qui refait naître une lutte des classes à l'échelle mondiale? C'est la grande question de à quel point les IA automatisent ou n'automatisent pas. Et il y a tellement de petites mains invisibles qui font de la saisie, qui font de la reconnaissance d'un certain nombre d'images, etc. Et qui se trouvent effectivement souvent en Inde, en Afrique, dans des pays où leurs conditions de rémunération et de valorisation est faible. Et en cela, en fait, ça rejoint cette image du Turc mécanique. On pense que c'est automatique et puis en fait, dans la boîte, il y a un humain qui fait tout le travail. Et ça me rappelle aussi les effets de la révolution numérique qui sont qu'on n'a pas vu que beaucoup des emplois qui étaient les plus impactés sont des emplois qui sont impactés non pas parce qu'ils sont automatisés, mais parce que les tâches qui les constituent sont faites par l'utilisateur ou l'usager ou le client final. Typiquement, on s'est tous mis à acheter nos billets de train et autres sur notre smartphone plutôt que d'aller à un guichet. Et donc les emplois de guichet ont progressivement disparu. Alors ça a été remplacé, en l'occurrence, par notre propre travail gratuit. Mais il y a d'autres choses invisibles qui est un travail plus ou moins gratuit. Surtout sur l'appli SNCF qui est très compliqué quand même. Bon, pardon. Mais ça rejoint la question des externalités que l'on ne mesure pas, que l'on ne compte pas. Et là, le travail rejoint la question de l'environnement. Où est-ce qu'on va placer les data centers pour faire tourner ces algorithmes? Et on ignore tous à quel point c'est consommateur en énergie et en eau. 1 demi-litre d'eau pour une requête sur ChatGPT, une requête. Et l'énergie, c'est pareil, c'est relativement méconnu, mais c'est bien plus consommateur en énergie qu'une requête Google. Oui. Donc à la fois on exploite des gens et en plus on exploite la planète. Madame la Présidente, je n'ai plus de questions. Merci Madame Vito.
Merci, monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous. Bonjour Madame Guiteau. Bonjour Monsieur Pinault. On entend beaucoup de qualificatifs délirants. On entend parler de fin du travail tel qu'on l'a connu, on entend parler d'aube d'une nouvelle ère de l'humanité. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu des kilos au sujet des intentions de ma cliente ? Oui, on en fait des caisses. On en fait des caisses, on est dans une période de bulle autour de l'intelligence artificielle. Et je le disais, en réalité, c'est la suite d'une révolution numérique qui a changé beaucoup de choses, qui a permis d'avoir toutes ces données qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément une révolution à part. Alors pourquoi une bulle ? Parce que les entreprises technologiques, les startups aujourd'hui utilisent IA pour lever des millions, même quand il n'y a pas plus d'IA qu'avant. Et le contexte, c'est plus difficile de lever des fonds auprès du capital risque aujourd'hui. Donc l'IA est à la mode pour ça. Parce que les consultants utilisent l'IA pour vendre des missions. Il est urgent de s'occuper de l'IA, sinon vous allez mourir. Évidemment, comme ça, vous allez acheter leur formation. Parce que les médias surfent sur ces peurs, ces dystopies. On va piocher beaucoup dans toute la science-fiction pour engendrer beaucoup de peur. Et en réalité, il faudrait garder la tête froide. Il y a plusieurs raisons de garder la tête froide face aux IA. D'abord, on a énormément besoin de main-d'œuvre dans les services essentiels, notamment. La population active va décliner du fait du vieillissement de la population. Donc, si l'IA peut nous aider, à la limite, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est moins, l'impact de l'IA sur le travail est moins fort que celui de la démographie sur l'avenir du travail. Et puis, ensuite, il y a des tas de limites. On a parlé d'énergie, etc. Il y a aussi des limites culturelles qui font qu'il y a des usages qui ne vont pas prendre. Souvenez-vous, quand il y a 3 ans, on vous a tous dit que vous alliez faire toutes vos réunions dans le métaverse et passer des heures de chaque jour à porter des casques de réalité augmentée. Aujourd'hui, vous l'avez oublié, ça. Il y a de la même manière beaucoup d'usages qui ne vont pas prendre ou dont on va se rendre compte qu'ils sont trop coûteux ou dont finalement on va commencer à payer le prix plus réel, notamment parce qu'on a des limites énergétiques évidentes. Donc on en fait des caisses et sans doute faudrait-il garder la tête froide. Je vous remercie. Juste par curiosité, qui ici s'était fait un petit peu mettre la pression pour réfléchir à faire des réunions dans le métaverse ? Ouais, d'accord. J'apprécie l'argument, il va dans mon sens, mais c'est vrai que je ne sais pas si on est sur le bon public là. À propos de choses qui ont plus d'impact sur le futur du travail que l'intelligence artificielle, il y a aussi certains gouvernements, qu'on nommera peut-être pas. Et du coup, comment dire ? Et du coup, certaines politiques d'austérité qui parfois en découlent. Et donc, vous parliez de démographie. Dans la mesure où on va manquer, dans certains secteurs, de main-d'œuvre et d'argent, est-ce que la possibilité d'avoir des intelligences artificielles génératives qui parlent le langage des humains, auxquelles on peut parler le langage des humains, ça pourrait pas être utile dans certaines occasions, comme par exemple se renseigner sur les conditions d'accès à l'asile ou se renseigner sur les conditions d'accès à certaines aides, là où en fait ordinairement on passe des heures à attendre à des guichets qui ne nous répondent jamais. Alors ça existe déjà, les chatbots, c'est de l'intelligence artificielle. Et le résultat, on le connaît, c'est qu'effectivement, quand les questions sont faciles, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver la réponse sur les questions-réponses du site, ça fait le job. Quand les questions sont plus compliquées, ou dès qu'on sort des cases, pour une raison ou une autre, on a une situation qui est compliquée, c'est pas encore tout à fait satisfaisant pour répondre à nos besoins. En revanche, pour aller abonder un petit peu dans votre sens, des outils conversationnels pour des gens qui sont privés d'accès à la conversation, pourquoi pas ? C'est pas absolument à mettre à la poubelle, mais je suis mesurée sur les effets, en tout cas de donner accès à des choses très pertinentes aux personnes qui en ont besoin. Très bien, ça ne m'arrange pas du tout, mais je ne tiendrai pas rigueur de cette mesure. Dernière question, est-ce qu'éventuellement on ne se tromperait pas d'ennemis ? Dans la mesure où ce qui va faire de l'IA une menace pour les travailleurs, on peut peut-être s'accorder sur le fait que c'est la manière dont elle va être déployée.
Et donc, est-ce qu'elle va être là pour soulager, assister, ou est-ce qu'elle va être là pour optimiser, mesurer, surveiller? À partir de là, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas l'IA le problème, c'est les managers en fait? Facile. La vérité, c'est très simple. Arrêtez vos monsieur le chamailleries, procureur. déjà qu'on a peu de temps. Merci. Ces pauvres managers, on leur met beaucoup sur le dos, sont des humains comme les autres et ils peuvent se faire berner par des promesses, notamment des grandes entreprises numériques ou des consultants qui veulent leur vendre tout un tas de services. Et il faudrait tous, eux compris d'ailleurs, garder un esprit critique par rapport à ça, qu'on écoute les retours des travailleurs sur le quotidien de leur travail, sur l'impact des outils utilisés sur leurs tâches et leur quotidien. Est-ce que la charge de travail a augmenté malgré tout? Est-ce que la pénibilité a augmenté? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui sont plus faciles? Ou est-ce qu'on a tellement augmenté la charge de travail que finalement, il n'y a pas eu pour eux de gain de temps? Finalement, c'est une question économique aussi qui est derrière. C'est s'il y a des gains de productivité, eh bien, comment on les partage? Et est-ce que les travailleurs en profitent? Donc là, je vous rejoins en disant que ce n'est pas l'IA en tant que telle, c'est la manière dont on décide du partage de la valeur et du partage des gains de productivité qui va être déterminante. Pour ça, on peut peut-être compter sur notre jury. J'en ai terminé. Merci Madame Vito. Merci, bien essayé. Merci Madame Vito. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, Madame Jeanne Bretéché. Veuillez vous présenter à la barre, je vous prie. Merci d'avoir répondu à notre convocation aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici? Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Monsieur l'avocat de la Défense, je m'appelle Jeanne Bretéché. Je suis entrepreneuse coopérativiste au sein de Copanam. Je suis accompagnatrice des organisations de l'économie sociale et solidaire et présidente fondatrice d'une association qui est une sorte de tête de réseau qui s'appelle le Social Good Accelerator et qui promeut et fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire numérique. Merci beaucoup. Avant d'être interrogé, pourriez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. C'est à vous. Merci Madame la Présidente, Madame Bretéché, enchanté. Alors, bon, on oublie parfois de dire une petite chose à propos de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est parfois un peu stupide. Peut-être on peut lancer une petite pièce à conviction. Alors voilà, ça c'est des coupures de presse, 90% des itinéraires de voyage suggérés par ChatGPT comportent des erreurs. Une association viennoise militant pour la protection de la vie privée a porté plainte contre Chat qu'elle accuse de ne pas fournir des résultats corrects. Air Canada passe à la caisse pour réparer l'erreur de son chatbot. Peut-être un deuxième, voilà. Alors ça c'est magnifique. Donc c'est quelqu'un qui discute avec ChatGPT, fait bonne citation pour chaque auteur. Blablabla. Tu as inventé toutes ces citations, pas une n'existe. Et Chat répond tranquillement. Tranquillement. Ouais, c'est vrai, je suis désolé, vous avez raison, ces citations ne sont pas réelles, blablabla. Bon, il y a un problème, non, Madame Bretéché? Tout ça est faux, tout ça comporte des erreurs. Et est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus? Alors, surtout dans des métiers qui nécessitent quand même du soin à l'autre. Alors, vous avez raison, Monsieur le procureur. C'est bien ce que je pense. L'IA ne pense pas. L'IA fait des probabilités, en fait, dans le cas de l'IA générative. Et l'IA obéit bêtement à ce qu'on lui demande. C'est hyper rassurant. Il me semble que... Alors, ça ne dédouane pas l'IA de responsabilité, Monsieur le procureur. Enfin, l'IA. Les concepteurs de l'IA et les financeurs de l'IA. Je vais y venir. Il me semble qu'en fait, le fond du sujet ici, c'est qu'on a besoin, c'était ma conclusion lors du congrès de l'ESS en juin dernier, on a avant tout besoin, dans l'ESS, pour faire face à ces nouveaux défis que pose l'IA, d'intelligence collective. Voilà, de faire appel à l'une de nos super compétences, qui est l'exercice démocratique. Au sein de nos organisations, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que l'IA, qui est une extension d'autres outils qui ont été à la mode aux vagues successives de la transformation numérique de nos sociétés, de nos organisations, c'est un sujet éminemment stratégique, puisqu'il bouscule nos valeurs, il réinterroge même ce qui fonde
nos valeurs et ce qu'on apporte à la société aujourd'hui. Donc il est plus que temps de s'en saisir de manière sérieuse. Donc dans nos organisations, entre nos organisations, c'est-à-dire au sein des instances de l'économie sociale et solidaire. Et dernier étage de la fusée, c'est pas pour faire plaisir à M. Musk, c'est de porter une voix politique sur le sujet. Hein. Dans les médias aujourd'hui, on entend des experts, parfois autoproclamés sur l'IA, là, et on entend des entrepreneurs. Mais effectivement, on n'entend pas beaucoup la société civile. Voilà. Heureusement que vous êtes là. Donc moi, quand je regarde un réseau de neurones, en fait, je vous avoue que je vois l'ESS. Hein. Je pense que nos nœuds neuronaux, ce sont nos instances, nos têtes de réseau, voilà, nos corps intermédiaires, qui sont menacés aujourd'hui directement par les coupes budgétaires, mais qu'il faut revitaliser, coûte que coûte, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à combattre les tentations captatrices, on va dire, du numérique. Et l'IA, encore une fois, c'est une prolongation de ce qui existe déjà et ce qu'on a bien planqué sous le tapis, c'est-à-dire on ne s'en s'est pas saisi. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter de subir, monsieur le procureur, qu'il faut aller au combat aujourd'hui. Contre l'IA? Non, pas contre l'IA, qui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est neutre, mais qui est manipulée par les personnes qui la conçoivent et qui la financent. En tout cas, plus d'intelligence collective que d'intelligence artificielle. Je me permets de lui... S'il vous plaît, on peut avancer, monsieur le procureur. L'avocat ne pose pas de questions, il fait des plaidoiries à chaque fois qu'il pose sa question. Restez concentrés, s'il vous plaît. Il y a une petite musique là qui est en train de se faire entendre dans ce procès. Ce serait que avec l'IA, on en ferait beaucoup trop. Si on en faisait beaucoup trop, alors je ne comprends pas pourquoi l'UDES organise ce type d'événement. Je trouve ça très désobligeant, maître. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'on va au-delà du simple métavers et que là, on est dans quelque chose de massif. Les services publics aussi s'emparent de l'intelligence artificielle. On pense notamment au fameux Albert, qui est l'IA de l'État. C'est quoi les risques si on met l'ESS en coupe réglée par l'intelligence artificielle de la même manière qu'on utilise des chatbots pour tout et n'importe quoi, là où on a besoin d'avoir un être humain au téléphone? Alors, monsieur le procureur, c'est vrai qu'on entend souvent que l'IA va rendre les services publics plus efficaces, et on pourrait penser qu'il va en être de même pour l'économie sociale et solidaire. Alors, à quelques nuances près, bien entendu, puisque l'IA peut rendre des services, Madame Vito les a évoqués avant moi. Ce serait une erreur fondamentale de considérer que c'est une baguette magique pour résoudre tous nos problèmes. C'est une vision qui me semble même être assez dangereuse. En cette période d'austérité, de restrictions budgétaires, nous avons parfois entendu que même dans le domaine de l'inclusion numérique, l'IA serait la solution. C'est un contresens total. Total. Et donc, il faut vraiment considérer que l'IA est là pour augmenter l'humain et pas pour le remplacer. Mais là, on voit bien que finalement, le sujet, c'est le financement du travail humain. Et c'est les logiques capitalistes, finalement, qui régissent aujourd'hui le fonctionnement, le financement de l'IA qui pose question. Bon, Albert a quelques vertu, néanmoins, ce n'est pas une IA qui est financée et qui est produite pour créer du profit, comme c'est le cas chez nos chers géants du numérique dans la Silicon Valley. Et je pense qu'on peut tout à fait s'approprier l'IA aujourd'hui. On a des talents dans l'économie sociale et solidaire qu'on ignore trop souvent, les libristes, les premiers pionniers du numérique libre. Alors, c'est peut-être là-dessus que je voulais vous interroger pour finir, si vous me permettez. Oui. Bon, vous êtes quand même réputé pour être assez technophile, malgré tout, en tout cas pour vous intéresser à la chose numérique, la preuve, oui. Vous intéressez à l'ESS numérique. Mais alors, tout à l'heure, on a évoqué avec Laetitia Vito l'affaire des serveurs, l'affaire du coût écologique de l'intelligence artificielle. On voit bien, comme dans beaucoup d'autres sujets, que finalement le librisme, c'est-à-dire une sorte d'utopie autour du numérique, ne fonctionne pas avec l'IA. Est-ce que la partie est déjà perdue de ce point de vue-là?
Alors, je vais détourner votre question habilement. Non, le librisme, c'est plus qu'une utopie. Hein. Là, on a juste un problème de seuil critique qui est le problème général de l'économie sociale et solidaire, comme Benoît Hamon le rappelait utilement en introduction. Oui, il y a un sujet sur l'impact environnemental de l'IA qui est difficile à mesurer, donc personnellement, je ne m'avancerai pas sur des chiffres puisqu'ils font l'objet de controverses et donc je ne me sens pas... L'affaire du verre d'eau tout à l'heure, d'un demi-litre sur chaque requête ChatGPT, et bon, ça commence à être un peu consensuel quand même. Il est indéniable de dire que l'IA consomme des métaux rares, effectivement de l'eau pour refroidir les serveurs, et de l'énergie. Voilà, qui peut être plus ou moins décarboné. Donc l'impact dépend aussi du mix énergétique. Donc en fait, l'évaluation est complexe. Google a néanmoins déjà indiqué qu'il ne serait pas en mesure de tenir ses engagements environnementaux du fait de l'explosion de l'IA. Donc là, on voit quand même un petit signal faible inquiétant. Petit. Quand Google dit ça, c'est qu'il y a un sujet quand même. Mais je voudrais quand même revenir au sujet qui me semble être le sujet fondamental. Parce qu'en fait, quand on parle d'IA, on pense tout de suite aux effets directs, mais il y a toute la partie immergée de l'iceberg. L'IA, elle capte aussi des investissements aujourd'hui financiers colossaux au détriment de la transition environnementale et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on est, comme le disait Laetitia Vito, sur une bulle. Donc aujourd'hui, on paye le prix des développements de l'IA. La question, c'est quelle est la finalité? Et je pense qu'on a voix au chapitre. Et par ailleurs, comme le disait aussi Laetitia, aujourd'hui, le prix qu'on paye, il ne faut pas se laisser berner. C'est un prix très bas, destiné à capter les utilisateurs et à nous rendre bien dociles et captifs de ce système. Donc, les libristes, aujourd'hui, peuvent nous aider à réfléchir à des alternatives. Pourquoi pas utiliser l'IA, mais autrement, avec d'autres finalités, avec peut-être d'autres systèmes d'exploitation, des serveurs hébergés en France, et tout ça, c'est en cours de construction, avec des investissements bien moindres, donc on va moins vite, mais c'est en cours. Merci, plus de questions. Merci Madame Bretéché, merci beaucoup. Merci maître, monsieur le procureur, pardon. Maître, c'est à vous, tâchez d'être un petit peu plus rapide que monsieur le procureur. Très bien, je vais tâcher. Madame Bretéché, est-ce que la raison pour laquelle je me retrouve ici devant vous, c'est pas justement un raccourci qui serait que intelligence artificielle égale technologie, égale industrie, égale capitalisme, égale truc de droite? Alors, je vais reprendre ma casquette militante. Il me semble qu'on est bien loin, là, du simplisme. La Silicon Valley, c'est vraiment l'incarnation d'un capitalisme dominant qui exploite les données personnelles qu'on lui fournit bénévolement pour maximiser leurs profits et sans reverser leur dû au fonctionnement de la société. Elle va pas du tout dans le sens où je voulais cette question, mais ok. Ah. C'est pas grave. Non. Et comme cela n'a pas échappé à Benoît Hamon, les magnats de la Silicon Valley, conscients du coût social de l'IA, parlent même d'un revenu universel aujourd'hui pour faire passer la pilule. D'accord? Donc, c'est pas l'IA, encore une fois, j'y reviens, qui est intrinsèquement mauvaise. Ce sont les intérêts capitalistes qui sont à l'œuvre derrière le développement de l'IA à des fins de génération de profits captés par cette minorité d'entreprises qui se défient aujourd'hui des intérêts collectifs et démocratiques. Je ne vais même pas parler de X. Voilà. Très bien. Mais dans ce cas-là, est-ce que, pour parler comme ma grand-mère, on n'aurait pas meilleur temps à se demander comment on peut employer cet outil, qui est après tout juste une manière de traiter beaucoup de données plus qu'avant, très très vite, plus vite qu'avant, au service des tâches que chacun ici a envie d'accomplir? Mais rien ne nous l'interdit, simplement peut-être profitons-en pour revitaliser notre dialogue démocratique. On est face à un défi majeur
qui est complètement corrélé au défi de la baisse des ressources auxquelles on va devoir faire face, posons-nous les questions. Et posons-nous les questions de manière à pouvoir nous autonomiser autant que faire se peut. L'IA peut nous rendre des services, mais elle doit avant tout nous rendre service. D'accord ? Ne mettons pas sous le tapis, encore une fois, ce dont elle va nous déposséder. Et réaffirmons la valeur irremplaçable, humaine, sociale, environnementale, créée par l'économie sociale et solidaire. Et peut-être que là, au niveau des données en particulier, et ça va être l'objet de l'événement que notre association organise fin novembre. Pas de placement de produits. C'est de l'intérêt général, monsieur l'avocat de la défense. Je pense qu'en réfléchissant à la valeur de nos données, à la qualité de nos données, on pourra mieux faire la preuve de cette valeur collective qu'au quotidien, nos organisations créent sur les territoires. Potentiellement un allié, donc. Potentiellement un allié, à condition de s'affranchir au maximum de tout lien de dépendance qui pourrait renforcer les risques qui pèsent sur nos organisations. Et pour s'affranchir de ces liens de dépendance, rien de tel qu'apprendre à se servir correctement de l'outil. Alors oui, combattre, c'est connaître ses ennemis, mais c'est aussi éventuellement faire des choix stratégiques. L'important, c'est de se saisir d'une vision politique et démocratique et de pratiquer cet exercice démocratique pour proposer une vision collective du chemin que l'ESS doit prendre pour relever ces défis ensemble. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, Madame Bretéché. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup. J'appelle à la barre notre troisième et dernier témoin, Monsieur Frédéric Bardot. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Comme vos prédécesseuses, pourriez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici devant cette cour, s'il vous plaît ? Avec plaisir, Madame la Présidente. Donc, je suis Frédéric Bardot. Ça fait 25 ans que je suis au croisement du numérique et de l'intérêt général. La première partie de mon parcours professionnel, j'étais au service des ONG et des fondations pour les aider à se transformer et à utiliser le numérique pour collecter des fonds et faire connaître leurs combats. Et depuis 13 ans, je suis entrepreneur social. Je bénéficie de cette magnifique loi de juillet 2014 et j'ai une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Simplon et qui fait de l'insertion professionnelle par le numérique. Merci beaucoup. Pourriez-vous à présent jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? J'aurais promis cracher. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, c'est à vous. Merci, Faites Madame la vite. Présidente. Monsieur Bardot, vous l'avez rappelé, vous êtes au confluent de plein de monde, l'intérêt général, mais aussi le numérique. Vous êtes vous-même ce qu'on pourrait qualifier de geek. Je le confesse. Alors, et justement, ça m'intéresse de savoir comment vous intégrez l'IA dans vos processus de sélection de vos bénéficiaires et comment vous faites en sorte de ne pas vous laisser avaler parce que Jeanne Bretéché, à l'instant, vient de nous décrire comme une très grande menace. Nous, on ne le voit pas comme une menace, on le voit comme une opportunité, effectivement. Donc, à Simplon, on s'est saisi de l'IA pour faire... Ces technologies sont éminemment inclusives. Et en fait, ça, on ne le répète pas assez. C'est la première fois dans toute l'histoire du numérique... Qu'on entend une chose pareille. Oui. Si vous me laissez développer, je développerai. C'est la première fois dans l'histoire du numérique qu'on peut parler à une machine en langage naturel, même sans maîtriser correctement une langue, qu'on peut lui parler dans plusieurs langues, et qu'on peut lui parler dans plusieurs modalités. Pour le handicap, je crois que ça intéresse certaines personnes ici, la multimodalité des IA génératives, le fait qu'elles puissent générer de l'audio, de la vidéo, de l'image et du texte, c'est extraordinairement inclusif. Et donc à Simplon, on s'est bien entendu saisi de tout ça pour augmenter la capacité de nos apprenants à se préparer à rentrer dans le monde professionnel. On est un organisme de formation. Ces IA génératives sont des machines à apprendre. Elles peuvent dire des bêtises, mais elles peuvent aussi dire des choses, on va dire, plus pédagogiques que celles qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, ce sont des machines à apprendre quand elles sont bien utilisées. Et j'entendais qu'on poussait des cris d'orfraie parce qu'on était dans les mains de la dépendance de la Silicon Valley, mais l'économie sociale et solidaire est dans les mains de la Silicon Valley depuis 25 ans.
Elle utilise Word, elle utilise Excel, elle utilise Google, elle utilise Twitter. Vos anti-spams viennent de la Silicon Valley. Donc je crois que vous êtes déjà en situation de dépendance. Donc réveillons-nous pour des bonnes raisons. Ok, alors, on va... Non mais très bien, ok, très bien, bah, on va tirer le fil. Non mais bon, bah voilà, alors voilà On peut se recentrer, ce qu'on s'il vous appelle plaît. un avocat marron. Monsieur le procureur. Pas de racisme. Merci, monsieur le procureur. Pardon, madame la présidente. Merci. Tirons ce fil-là. Les données appartiennent à la Silicon Valley, les outils sont issus de la Silicon Valley, et pourtant... Ah, quoi? Donc, pas tous, c'est ça? Donc, OpenAI, c'est pas la Silicon Valley. Microsoft n'a pas pris 49% de OpenAI. Ça n'a jamais été confirmé ni par Microsoft ni par OpenAI, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas un accord de business, mais les données peuvent être hébergées en France. On a le RGPD, on a maintenant l'AI Act, on est un continent qui s'est organisé pour faire plier ces entreprises numériques et nous apporter leurs bienfaits sans leurs inconvénients. Donc continuons sur ce chemin-là, moi j'y vois pas de problème. Et il ne peut pas y avoir des IA propriétaires, souveraines, françaises, européennes, ça c'est pas possible. Si, malheureusement il y en a déjà, mais malheureusement je ne crois pas que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, personne ne les connaisse. Est-ce que quelqu'un connaît Mistral AI? Est-ce que quelqu'un a déjà mis le chat de Mistral dans ces processus? Mais c'est très bien, vous êtes peu à lever la main. Est-ce que vous savez que le plus grand contributeur des IA open source du monde n'est autre que le méchant Meta, qui met les meilleurs modèles du monde, la meilleure recherche du monde à la disposition des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des organisations? Est-ce que vous savez que la plus grande foire des IA open source est une plateforme qui s'appelle Hugging Face, qui a été faite par des Français, mais qui est enregistrée aux États-Unis? Je crois que certains disaient que le statut ne faisait pas la vertu, je crois que la nationalité non plus. Ok. Alors, bon, bah, vous faites vos petits applaudissements, vous pouvez applaudir plus fort, ça va, quand même, quoi, n'hésitez pas. Bon, très bien. Donc maintenant qu'on a appris que toute la Silicon Valley, Elon Musk en tête, allait voter Kamala Harris, on est très heureux. Il y a une petite... Il a soutenu Obama. Ouais, mais bon, c'est le chemin qui compte. Hein. Est-ce qu'on peut se recentrer, s'il vous plaît? On va se recentrer. Merci, merci. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que, bon, l'ESS est un domaine qui est, et vous n'allez pas me contredire, mesdames, messieurs, plutôt à l'avant-garde des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. On essaye d'inventer un nouveau modèle de système économique et donc de regarder devant nous. Quand on utilise les intelligences artificielles, on utilise un paquet de données qui datent d'avant nous. Comment fait-on pour créer un avenir meilleur à partir de données qui ont produit un présent pas glorieux? Vous avez tout à fait raison, l'IA est intrinsèquement conservatrice, puisque son entraînement se fait sur des données du passé, et elle est prisonnière de ces données, et donc elle ne peut pas inventer quelque chose qui n'aurait pas été constaté dans ces données du passé. Donc elle est éminemment conservatrice. Mais quand elle est utilisée par des humains et par des organisations innovantes, la conjonction de sa puissance de frappe, même si elle est conservatrice, ajoutée à la créativité humaine, peut permettre d'ouvrir des champs qui sont absolument incroyables. Savez-vous qu'on n'avait pas inventé d'antibiotiques depuis 89 ans et que le dernier antibiotique qui a été inventé par une IA et il combat ni plus ni moins que le staphylocoque doré. Il a été généré par une IA qui a tout le loisir de générer autant d'antibiotiques possible et les tests en laboratoire ont montré qu'une de ces générations était éminemment innovante, hein, puisqu'on avait quand même, on s'était cassé les dents sur le staphylocoque doré depuis des années. Savez-vous que l'IA a reçu 3 prix Nobel la semaine dernière? Vous êtes mal, monsieur le procureur. Un prix Nobel de physique pour les réseaux de neurones, un prix Nobel de chimie pour AlphaFold et la simulation des protéines, et quasiment un prix Nobel d'économie avec Daron Acemoglu au MIT qui a démontré que c'est bien, et ça a été dit aujourd'hui, et je salue les orateurs d'avant de l'avoir dit, c'est ce que nous allons faire de ces technologies qui vont impacter le monde du travail. Mais j'aime beaucoup les exemples qu'on prend en intelligence artificielle avec la médecine. Aurélien Barraud, le célèbre astrophysicien, citation pour citation, déclarait que l'IA en médecine, c'est exactement pareil que les flingues dans les questions de sécurité. C'est qu'au début, vous vous en servez en pensant que ça va vous aider, et puis à la fin, c'est la guerre civile. Ben, vous direz ça à tous les gens qui ont reçu une dose de vaccin ARN dans lequel l'IA a été plus que intéressante. Je parlais du long terme.
Oui, bah, je pense qu'ils seraient intéressés de savoir le long terme qu'ils ont d'avoir échappé à ça. Et je vous donne un autre exemple d'une structure qui puise sa force dans les racines du passé. Je crois que c'est l'économie sociale et solidaire aussi. Elle fait souvent référence à des choses qui sont anciennes et ça ne l'empêche pas de se projeter dans l'avenir. Donc ce n'est pas intrinsèquement mauvais de regarder dans le rétroviseur parfois. Allez, monsieur procureur. Madame la Présidente, comment ce témoin a-t-il été casté? Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Eh bien, plus de questions, monsieur Bardot, plus de questions. Merci, maître, allez-y. Non, mais ça va, quoi. Ah bah, mais je vous remercie. Ouais, c'est super. Du coup, est-ce que je pourrais avoir une pièce à conviction, moi aussi, après tout? Commencez par ouvrir le menu des paramètres rapides en glissant votre doigt depuis le haut de votre écran. Sélectionnez l'outil interprète, puis votre langue, puis celle de votre interlocuteur. Vous pouvez à présent engager une conversation directement face à face. Tenez-vous de chaque côté du smartphone, cliquez sur l'icône du dictaphone avant d'enregistrer la conversation, puis appuyez à nouveau pour terminer l'enregistrement. La traduction s'effectue instantanément. Bon. Alors, c'est un tuto Samsung sur YouTube, donc en termes de mise en scène, ça vaut ce que ça vaut. Chut. Allez, vous avez eu votre chance, monsieur le procureur. Mais est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu à nouveau sur l'incroyable potentiel du traitement automatisé du langage dans l'assistance aux plus démunis de manière assez générale? Si on peut s'accorder sur le fait que les difficultés de communication entre les êtres humains pourraient être une des causes des guerres ou des problèmes, on va dire, à une échelle globale, on pourrait se dire que le rêve de la tour de Babel ou le fait d'avoir une communication fluide entre des gens qui ne parlent pas la même langue, ça pourrait être un super pouvoir intéressant. Maintenant, c'est possible, en temps réel, quasiment pour un coût, je ne parle pas du coût environnemental, sur lequel je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, mais maintenant, on peut faire de la traduction automatique. Le modèle de Samsung n'est pas open source, mais il y a un modèle open source qui permet de faire de la traduction automatique en 100 langues. Imaginez ce que pourront faire tous les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales avec un outil qui ne les remplacerait pas, mais qui leur aiderait à comprendre les interlocuteurs, à concentrer les efforts de traduction et d'interprétariat uniquement sur des choses qui sont complexes. C'est absolument révolutionnaire. Et là, on parle de langue internationale, mais on peut aussi, ça s'applique également à la langue des signes, à l'écrit, de passage de l'écrit à l'oral, etc., etc. Au langage informatique. Donc quelqu'un peut vous parler en langue des signes anglaise et vous le comprenez en oral français. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est pas bien ça, monsieur le procureur? Qu'est-ce que vous pourriez avoir à dire? On n'interfère pas, non. Allez. Excusez-moi, madame la présidente. Du coup, je m'emballe, je m'emballe. Je vais passer à ma question suivante. Basé sur ces possibilités qui sont réelles, est-ce que finalement, ce qui nous fait pas peur, et je dis nous, je m'inclus, je vous inclus peut-être pas vous, on va voir, c'est que en fait, on galère déjà à numériser nos pratiques de travail, on galère déjà à synchroniser correctement nos agendas Google, et donc du coup, rajouter une couche supplémentaire de technologie dont on ne sait même pas encore exactement comment l'utiliser, c'est pas juste la goutte d'eau, quoi. Ces technologies-là, des IA génératives, elles sont différentes par nature, parce que ce ne sont pas seulement des technologies, c'est une nouvelle interface vers les ordinateurs. Et une interface en langage naturel, ça fait en sorte que vos outils deviennent le mode d'emploi de l'outil et dans l'outil. Si vous demandez à ChatGPT comment vous en sortir sur Excel, sur votre antivirus, sur vos mots de passe, vous allez avoir une réponse en langage naturel, dans la langue que vous voulez. Donc en fait, la barrière à l'entrée et les mécanismes d'exclusion numérique pourraient être levés en partie par les IA génératives parce qu'on peut interagir avec elles en langage naturel. Donc c'est pour la première fois, et il y a un peu de littérature scientifique sur le sujet, les technologies avaient un biais de compétences. C'est-à-dire que plus on mettait de la technologie, plus ça mettait à distance des gens qui sont peu ou pas qualifiés. Ce qu'on constate avec les IA génératives, parce qu'elles sont en langage naturel, c'est que ce biais s'inverse. Et ça, moi, j'y vois une formidable opportunité d'inclusion et d'insertion, là où certains y voient le mal. Ça,
Très bien, merci. Ça... Et j'aimerais bien qu'on demande aux salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire si elles ont envie d'utiliser les IA génératives pour leur enlever toutes les tâches qu'elles n'ont pas envie de faire. Moi, j'aimerais bien qu'on... Mais ils vont voter tout à l'heure. Exactement. Non, des salariés, ça, c'est le moment du vote. Ah, c'est pas des salariés. Non, mais ils représentent les salariés. Je ne dis pas le contraire. Je ne veux pas insulter cet auguste auditoire. Mais est-ce que quelqu'un va se battre pour garder son compte-rendu, garder sa tâche rébarbative, garder son reporting, garder... Ah oui, je veux absolument garder. Je ne veux pas être remplacé. Ah bah, si, on a envie d'être remplacé. On a envie de faire des choses plus intéressantes. Monsieur Bardot, quelle énergie. Je reprends la main. Tout est sous contrôle. Tout ceci, ça reste encore un tout petit peu du potentiel. Et du coup, très concrètement, vu que là, on n'a pas nécessairement les salariés, mais les dirigeants et dirigeantes, si quelqu'un ici voulait demain outiller ses équipes, il peut commencer par quoi? Première étape, simple étape. En fonction des choix qu'il a déjà fait et des mécanismes de dépendance qu'il a déjà à la Silicon Valley, s'il a des outils Microsoft dans son entreprise, moi, je lui conseillerais de passer par l'IA de Microsoft. Pourquoi? Parce qu'au moins, il aurait une IA, peut-être pas souveraine, mais au moins sécurisée sur ses données, comme c'est déjà le cas de ses emails, de ses documents. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire à ses équipes avec demain, la semaine prochaine? Des comptes rendus automatiques, avoir un feedback sur une production, améliorer ses processus, faire des choses qui sont de la traduction, de la reformulation, faire des posts sur les réseaux sociaux, générer des fiches de poste, tout métier a des tâches qui sont susceptibles d'être augmentées par l'IA. Et par exemple, de l'accès aux archives de son organisation via une sorte de chatbot, par exemple? En une phrase, s'il vous plaît. Là aussi, effectivement, on dit souvent qu'on va laisser nos données aux Américains, mais là, ce serait avec plaisir, moi, que je laisserais toutes mes données aux IA génératives, puisqu'elles me permettraient d'y accéder sous la forme que je veux. Et ça, on a une masse de connaissances dans l'économie sociale et solidaire, mais très peu de gens y ont accès. Avec un chatbot, on pourrait y accéder de manière naturelle et complètement, et dans sa poche, avec son smartphone. Ce serait super. Merci, Monsieur Bardot. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Bardot. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Bien, cher jury, nous avons entendu tous nos témoins. J'espère que vous avez été attentifs. Nous allons maintenant entendre le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de Maître Pinault. C'est la dernière chance pour l'accusation et la défense de vous convaincre. On y va tout de suite avec Monsieur le procureur. Vous avez 5 minutes, pas une de plus pour votre réquisitoire. Je n'hésiterai pas à vous couper. Allez. Bon, très bien. Alors ça commence quand les 5 minutes? Vous perdez du temps. Okay. Justice fasciste. On en parlera après. Bon, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers acteurs de l'ESS, on va reposer la question, hein. L'IA est-elle un danger pour les métiers de l'ESS? Oui, bien sûr, évidemment oui. Oui, sans hésitation. Et c'est ce que je vais vous demander de voter dans quelques minutes après que l'avocat vendu aux intérêts de la Silicon Valley aura prononcé sa plaidoirie. Techno-optimiste, techno-solutionniste, vous cocherez les cases. D'abord, on va rappeler les faits quand même. L'IA est un danger tout court. Et je crois que c'est important de se le redire entre nous. Depuis 2022, les industries de la Big Tech connaissent un triomphe, en réalité, qu'elles n'espéraient même plus. Les réseaux sociaux ont été critiqués pour avoir trahi les idéaux du premier Internet. Le métavers, Laetitia Vito l'a rappelé tout à l'heure, s'était effondré comme un château de cartes. Et voilà qu'un nouveau dieu venait sauver un secteur en perdition, l'IA générative. ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Steve, tout le monde s'y mettait. Microsoft, alors peut-être que c'est pas confirmé, mais enfin bon, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est vrai. Microsoft rachetait 49% d'OpenAI avec toutes les embrouilles autour du nouveau dieu, du nouveau prophète, de la Silicon Valley, Sam Altman. Les milliards pouvaient recommencer à couler. Ouf, nous étions tous sauvés et le cirque pouvait recommencer. Tout le monde s'émerveillait, tout le monde se mettait à prompter. Écris-moi un article, fais-moi mon discours, rédige-moi ma rédaction, dis-moi comment me débarrasser de ma belle-mère, dessine-moi un mouton qui fait du surf sur une exoplanète. Et pendant ce temps-là, le problème, c'est que ce monstre faisait son œuvre, continuait à travailler les sous-bassements de la civilisation. Les big tech américaines et chinoises captaient le marché,
Des milliards de milliards de milliards de données étaient aspirées dans un immense vortex. Il fallait toujours plus d'énergie, on l'a montré, et ce procès l'a montré, pour alimenter, pour nourrir la bête. La mémoire du monde, merci de l'avoir admis, M. Bardot, était mise en coupe réglée au mépris de la diversité culturelle et de la nuance. Le salariat était déshumanisé dans des process aliénants, transformant les hommes en machines. Quand même, Madame Vito, vous nous l'avez dit à demi-mot, vous avez failli basculer du bon côté, mais votre, malheureusement, intégrité intellectuelle vous en a empêché. Pire, des acteurs bien plus menaçants, voyez là le moyen d'amasser des fortunes, drones tueurs intelligents, cyberguerre, c'est finalement, en définitive, bien sûr, l'industrie de la défense qui tirait les marrons du feu, et pendant ce temps-là, cerise sur le gâteau, on devenait tous complètement cons. On devenait des sapiens paresseux, assistés, esclavagisés, des soldats de la technologie, comme le rappelle la politologue Asma Mala. Alors, autre argument qu'on nous a servi ce soir, ah c'est formidable, on peut devenir productif, enfin. Mais c'est toujours la même chose. Et les enquêtes de climat social, les enquêtes autour de la question du salariat l'ont montré, c'est impossible d'être productif tout le temps, on devient dingue. On a besoin, pardonnez-moi, on le sait tous, de tâches répétitives, voire un peu chiantes, pour reposer son cerveau. Et l'IA voudrait faire de nous des espèces d'humains augmentés en permanence créatifs. Moi, il y a des moments où je n'ai pas du tout envie d'être créatif, et je suis sûr que vous, c'est la même chose. Alors, il faudrait maintenant que l'intelligence artificielle ne soit pas un danger pour les métiers de l'ESS. Il faudrait que ce qu'il y a de moins humain soit inoffensif pour ce qu'il y a de plus humain. Alors on connaît le refrain, l'IA rend des services, l'IA nous libère. Dans les métiers de l'ESS, l'IA serait la baguette magique pour se recentrer sur les missions premières. Frédéric Bardot, vous avez encore une fois été convaincant en vantant la façon dont les traducteurs artificiels aident les migrants, ou comment une IA rédige un CV pour des chômeurs de longue durée. Et on l'a rappelé aussi, il n'y a pas que dans l'ESS que l'IA peut rendre des services, par exemple en médecine. Mais tout le monde le sait, mesdames, messieurs, les dommages causés par l'intelligence artificielle sont infiniment supérieurs à ses bénéfices. Et je crois que c'est finalement Jeanne Bretéché qui a eu la formule la plus percutante pour décrire le sujet du jour. On a bien davantage besoin d'intelligence collective que d'intelligence artificielle. L'ESS a besoin de moyens, elle a besoin de considération, elle a besoin de se battre aussi contre les géants du numérique. Parce que, rappelons-nous ce que c'est, en définitive, l'ESS, c'est une certaine idée de la vie en commun, c'est penser que ce n'est pas que le marché qui décide, qui dicte sa loi. L'ESS, c'est le poste avancé de la civilisation, c'est l'application concrète, tangible, de tous les principes les plus nobles de l'humanité, ces principes qui font de nous, comme le dit ce journal, Uzbek Erika, de bons ancêtres, Madame la Présidente. Et c'est précisément parce que vous n'êtes pas un secteur comme un autre que votre responsabilité est de dire non à ce qui entrave votre projet global. Pas en vous braquant, pas par un réflexe corporatiste, mais précisément parce que vous incarnez l'avenir, les générations futures. L'IA, ce n'est pas le progrès, c'est vous. Alors, certes, vous avez des smartphones, des ordinateurs portables, vous avez des tablettes, vos enfants même peut-être utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, et vous-même, dans des moments d'absence. Ça vous est déjà sans doute arrivé, un peu honteusement, mais avec une certaine jouissance. La question n'est pas de savoir si vous êtes des amiches. Ne laissez personne dire que vous seriez des amiches parce que vous considériez que l'intelligence artificielle est un danger. Peut-être que quand l'IA ne sera plus ce léviathan technologique qui saccage tout sur son passage, quand l'IA sera propre, éthique, détenue par les citoyens, réunis en collectif qui en maîtrisent le capital,
pas seulement le capital, mais aussi les visées morales et les données. Alors on pourra en reparler, et votre combat, Madame Bretéché, est juste de ce point de vue-là, mais avouez qu'on n'en est pas du tout là. Donc je ne vous demande pas de sortir de cette pièce et d'aller détruire des serveurs informatiques. Je ne vous demande pas non plus d'aller prendre des patrons de la Silicon Valley en otage. Je vous demande d'organiser la résistance. Une résistance pacifique, humaine, démocratique, une résistance par la preuve, à partir de votre position dans le système. Et je crois que c'est ça le cœur. À la frontière entre le politique, l'économique et le sociétal, vous avez ce pouvoir et donc vous avez ce devoir de l'exercer. Ça commence dans quelques minutes. Ça commence dans quelques minutes après avoir écouté le vendu de la Silicon Valley. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Merci, monsieur le procureur. Maître, nous vous écoutons. Qui ici sait qui est Louis Lazar Markovitch Zamenhof? Cool. Louis Lazar Zamenhof, alias Loulou, est un officier de la Légion d'honneur. C'est une vraie histoire. Hein. Commandeur de l'ordre d'Isabelle la catholique, 12 fois nommé au prix Nobel de la paix, pas de grand monde peut en dire autant ici, qui a donné son nom à des rues en Pologne, au Brésil, en Belgique, en France, en Israël, en Lituanie, etc., etc., qui a une île sur le Danube à son nom, ainsi qu'une exoplanète, monsieur le procureur, ce qui fait donc un petit peu relativiser l'idée de laisser une trace dans ce monde, puisque personne n'en a jamais entendu parler. Et donc, Louis Lazare avait voué sa vie à inventer et promouvoir un petit truc qui s'appelle, et qui s'appelle encore, l'espéranto. Pour les plus jeunes, et ceux qui étaient au fond de l'amphi, et ceux qui n'étaient même pas dans les amphis, l'espéranto, c'est une langue que notre ami Louis Lazare avait inventée de toutes pièces pour être la langue la plus facile à apprendre et la plus facile à utiliser qui soit. Pas d'exception, pas de prononciation chelou, un seul présent, un seul futur, un seul passé, un seul pluriel, pas d'imparfait du subjonctif, etc. Et donc, super projet, et la question c'est pourquoi ? Petite citation de l'homme. On m'a enseigné que tous les hommes sont frères, et pendant ce temps dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me fait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d'enfant. Je me répétais que lorsque je serai grand, je devrais supprimer ce malheur. Un projet donc de solidarité, de dialogue, de rapprochement entre les peuples. Eh bien, laissez-moi vous dire que notre ami Louis Lazare, s'il avait su que l'IA permettrait d'inventer la traduction simultanée automatisée tout juste 100 ans après sa mort, eh ben, il aurait fait autre chose de sa vie, le pauvre. Il aurait ouvert un club de yoga sur la côte basque ou un bar à vin nature avec des petites assiettes à partager de poireaux vinaigrettes avec des éclats de noisettes à 18 €. Il aurait kiffé la vie. À l'inverse, il aurait un petit peu de mal à comprendre que nous, Français, Russes, Polonais, Allemands, sourds, muets, aveugles, valides, enfants, adultes, en possession d'un outil de traitement automatisé du langage qui nous permet, entre mille autres choses, d'enfin tous nous parler les uns aux autres, il aurait du mal à comprendre qu'on en soit à se demander si c'est une bonne nouvelle pour les professionnels de la solidarité et du rapprochement entre les hommes. Pour ceux et celles qui se demandent, je sais qu'on est à l'anniversaire de l'UDES et pas du Syndicat national des traducteurs et interprètes. Je ne fais pas une fixette sur la traduction, c'est juste que c'est un bon exemple de pourquoi s'obstiner à faire sans les outils quand les outils sont là. L'outil est-il réellement dangereux, inutile, ou en fait a-t-on surtout la flemme d'apprendre à s'en servir et la honte d'avoir la flemme d'apprendre à s'en servir? La question se pose. Mes amis, regardons posément la situation. C'est de bonne guerre, on l'a dit tout à l'heure, de la part des promoteurs de l'intelligence artificielle, d'en faire des kilos.
blablabla, l'aube d'une nouvelle ère de l'humanité, poil au nez, blablabla, la fin du travail tel que nous l'avons connu, t'as compris. C'est très cher à développer l'architecture autour d'un chat GPT, donc ils ont besoin d'un maximum d'investisseurs, d'un maximum de clients, donc ils en font des tonnes. Mais entre nous, on peut se le dire, c'est juste un outil. C'est pas une clé à molette, on est d'accord, c'est un très gros outil, de l'ampleur d'Internet ou de l'informatique en général, mais ça reste un outil. Et face à ce très gros outil, cette bonne guerre aussi de votre part, vous qui êtes en première ligne pour protéger les plus vulnérables des schémas d'exclusion produits par le capitalisme, de vous en méfier. Dans la mesure où, oui, tout ce qui participe de l'automatisation du travail, jusqu'à présent, a charrié son cortège de mécanismes d'exclusion. Certes. Mais est-ce que pour autant, vous lutteriez aujourd'hui plus efficacement contre les mécanismes d'exclusion produits par le capitalisme sans ordinateur et sans Internet? Je ne suis pas sûr. J'irais même jusqu'à parier que certains et certaines dans cette pièce se disent parfois que si c'était à refaire, ils apprendraient. Qui a codé, qui a mieux se servir d'Excel, qui a proprement synchronisé ses comptes Google entre son téléphone et son ordi pour ne pas avoir à demander un nouveau mot de passe tous les 2 jours. Moi, je me dis ça, des fois. On se débrouille sans, hein. On se débrouille finalement un peu tous sans. Mais à part cette petite fierté mauvaise d'être des sortes de résistants, finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, je galère à faire mes comptes, là où ça prend 5 minutes à d'autres. J'ai encore dû demander à quelqu'un au bureau de m'imprimer ses feuilles parce que j'ai toujours pas réussi à connecter mon ordi à l'imprimante. Et quand je suis pas foutu d'allumer une télé parce qu'il y a plus de 2 télécommandes, vous croyez que j'ouvre un livre? Non, je regarde ma série sur mon téléphone comme un con. Tout ça pour dire que nous avons un champ technologique qui s'ouvre devant nous. Que d'autres vont s'en servir, que ça nous plaise ou non. Et qu'invariablement, ce champ, il va produire de nouvelles discriminations, d'autres inégalités, d'autres dominations. Mais peut-être que la meilleure manière d'en protéger les gens que nous voulons aider, c'est pas de l'ignorer, cet outil, mais plutôt de l'adopter. Et qu'en apprenant à le maîtriser pour aider les autres, il finira par nous aider, nous. Ça, où on peut faire les dandys et apprendre l'espéranto en langue parlée et en langue des signes et l'apprendre à tous les exclus de la Terre. Et dans 2 millions d'années, quand on aura terminé avec ce programme, on pourra peut-être demander à tous ces gens comment on peut les aider. À vous de choisir. Merci, maître. Merci. Allez, vous pouvez retourner vous asseoir. Bien, l'heure du verdict a sonné, chers jurés. C'est l'heure pour vous de voter. Je vous invite donc à sortir votre téléphone, scanner ce beau petit QR code qui s'affiche devant vous. Ce n'est pas le même que vous avez tout le long de la journée, c'est un nouveau QR code. Non, monsieur le procureur, vous ne faites pas ça. Rangez votre téléphone. Merci. Donc, un lien doit apparaître sur votre téléphone et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, si cela ne fonctionne pas, pas de panique, vous pouvez directement vous connecter sur slido.com et entrer le code TGF. Vous pouvez donc voter à la question « L'intelligence artificielle est-elle un danger pour les métiers de l'ESS ?» Quelle est votre réponse? Sans pression aucune, hein, bien sûr, mais sachez que les générations futures vous regardent. Peut-être juste, le temps que les dernières personnes continuent de voter, une petite précision s'impose. Le procès auquel vous venez d'assister est bien évidemment une conférence spectacle. La conférence, ce sont donc nos témoins que vous avez entendus et qui sont venus nous partager leur point de vue. Vous pouvez les applaudir. Je pense que Frédéric Bardot, il fait un peu de la boxe dans la vraie vie. Merci pour cette énergie en tout cas. Et le spectacle, bah, évidemment, c'est nous, la cour. Vous l'aviez peut-être deviné, mais Yui Spino et Thierry Keller ne sont en réalité pas des avocats, mais bien des clowns. Non, c'est pas vrai. Et moi, je suis malheureusement pas présidente. Malheureusement. Désolée maman, j'ai menti.
Voilà, je pense que tout le monde a pu voter. J'ai comblé comme je pouvais. Donc maintenant, je vais tout de suite appeler notre huissier, notre cher huissier, s'il vous plaît. Ah. Merci, huissier. Merci, merci. Oui, mais pourquoi vous remettez en question vous? Lui, il est vrai. Lui, il a fait la Nouvelle Star, il a tout fait. Alors. Voilà. Dans l'intérêt de nos descendants, le tribunal pour les générations futures déclare que non, à 80%, l'IA n'est pas un danger pour les métiers de l'ESS. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur le procureur. 20%, c'est pas mal. Un dernier mot, peut-être Ouais, je crois que tout le monde est fou ce soir. Bien, merci à la Cour, merci à nos témoins et merci beaucoup à vous tous d'avoir joué le jeu avec nous. Merci évidemment à l'UDES d'avoir eu l'audace de porter ce sujet. La séance de ce jeudi 17 octobre est donc levée. Et je rends maintenant la parole à Nicolas Rossignol. Applaudissez s'il vous plaît la magnifique équipe d'Uzbek Erika qui nous accompagnait, vraiment ils le méritent, applaudissez-les. Merci madame, merci messieurs. Vous étiez délicieusement insupportables. Merci vraiment à vous et bravo pour ce jeu de rôle et bravo à celles et ceux qui ont accepté de témoigner.